Sud-ouest de la France, gorge de l'Aveyron. Dans ce décor immuable, tout respire la préhistoire. On ne compte plus les grottes et les pieds de falaise qui ont livré des sites d'habitat, des sépultures et même des grottes ornées. Mais ce que les spéléologues ont découvert dans une grotte secrète, à 350 mètres de l'entrée, dépasse l'imagination. Leurs lampes ont sorti des ténèbres une étrange architecture venue d'un autre temps. Des centaines de stalagmites, brisées, rangées, empilées les unes sur les autres, avec ici et là des traces de feu. Qui a construit ça? Quand? Et pourquoi? Depuis sa découverte il y a 25 ans, la grotte n'a jamais révélé ses secrets. Une équipe de chercheurs a décidé d'y retourner, espérant enfin résoudre l'énigme de Bruniquel. J'ai conscience d'être dans un site unique, enfin, c'est évident, c'est un privilège. Pendant 4 ans, nous les avons suivis dans leur enquête. Nous sommes allés là où aucune caméra n'avait encore jamais pu entrer, là où aucun visiteur n'aura jamais le droit de pénétrer. C'est vraiment très vieux, c'est vraiment très très ancien. Ouais, c'est énorme. Nous avons accompagné ces explorateurs de la science dans les méandres de leurs recherches. À leur côté, nous avons assisté à l'une des plus importantes découvertes archéologiques de notre époque. Et l'homme de Néandertal en est le héros. L'histoire commence à la fin des années 1980, à un jet de pierre du village médiéval de Bruniquel. Bruno Kowalczewski est alors un adolescent de 15 ans, passionné de spéléologie. Au gré de ses pérégrinations, il repère un trou de renard qui l'intrigue. L'entrée de la grotte, c'était un boyau rempli de terre qu'il fallait déblayer. J'ai utilisé des outils comme un marteau, un burin et un wagonnet qui était fabriqué par mon père. C'est une entrée qui a un courant d'air. Ça signifie grand volume derrière. Bruno sacrifie ses week-ends et ses vacances. En 3 ans, le jeune garçon progresse de 20 mètres. Reste un dernier goulet à passer, le plus étroit. Je passe en expiration, ça veut dire je pousse tout l'air de mes poumons pour réduire le volume de la cage thoracique. Je force, ça y est, je suis derrière. Le 24 février 1990, Bruno entre dans une grande galerie éblouissante. Ce jour-là, j'étais loin d'imaginer les répercussions scientifiques qui allaient en découler. Les jours suivants, Bruno revient avec des membres expérimentés du club spéléo de Caussade. Du moins, ceux qui arrivent à franchir les étroitures. Le deuxième bras arrive. Michel Soulier, leader du groupe, était de l'aventure il y a 25 ans. La fièvre de l'exploration cède vite la place à des découvertes inattendues. Des bauches d'ours, des griffades sur les parois, des empreintes millénaires dans l'argile des sols. Des ours ont hiberné ici, mais quand? La grotte était visiblement fermée depuis très longtemps. Ils s'enfoncent. À 350 mètres de l'entrée, le mystère s'épaissit encore. Dans une grande salle, ils découvrent un assemblage curieux de concrétions cassées. Qui en sont les auteurs? Des hommes ou des ours des cavernes? Et je me souviens d'être arrivé à cette salle où trônait la structure, on avait appelé ça au départ le barrage. Pour ces spéléologues rompus aux découvertes archéologiques, le barrage est un mystère. Aucun autre indice, visible comme ça au premier abord, aucun autre indice. Quand même, c'est très curieux, aussi loin.
Michel fait alors appel à un vieux complice, François Rouzot, archéologue spécialiste du monde souterrain. Il est arrivé devant ces structures. Pour lui, c'était quelque chose d'extraordinaire, d'anormal, bien sûr, aussi loin sous terre. Il n'avait jamais vu ça. Les 2 premiers enquêteurs décident de lancer une étude. En 1992, ils lèvent un plan précis des concrétions qui composent les structures. Et l'année suivante, ils s'attaquent à la cartographie de la salle. Et on voit bien qu'il y a un rangement volontaire au niveau des structures. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a écrit que c'était l'homme qui avait édifié cet ensemble-là. Le site est tellement atypique que l'on ne sait pas comment le prendre. C'est un site qui n'est pas fouillable, les concrétions sont soudées entre elles. Nous sommes concertés et nous avons déduit qu'il valait mieux s'arrêter. Peut-être que dans 20 ans, les techniques auront évolué et nous pourrons reprendre l'étude. Le décès de François Rouzot dans une grotte en 1999 marque un coup d'arrêt définitif à cette première enquête. La cavité est fermée. Je crois que j'ai grossi depuis la dernière fois. Mai 2014, une nouvelle équipe scientifique s'attaque au mystère de la grotte de Bruniquel. Et voilà. L'un d'eux, on le connaît déjà, c'est Michel Soulier. Depuis 15 ans, il attend de reprendre l'enquête. Il est accompagné des paléoclimatologues Sophie Verheyden et Dominique Gentil et du préhistorien Jacques Jaubert. Interdit de filmer l'entrée, afin de préserver la grotte des curieux et des pillards. L'accès est toujours aussi difficile. Tout trésor se mérite. Ça s'appelle l'archéologie de l'extrême. Jacques Jaubert a déjà visité la grotte il y a 20 ans. Il pilote la nouvelle mission avec Sophie Verheyden, qui compte bien faire parler les stalagmites de la structure. Elle est en tandem avec Dominique Gentil, plus à l'aise à étudier les climats anciens qu'à franchir ce passage. Enfin, Michel Soulier, spéléologue, le gardien du temple. Je hais les spéléologues. Enfin la libération. Se redresser et pouvoir dévaler un immense cône débouli, témoin de l'effondrement du porche d'entrée. Oh, en fait, c'est grand là cette salle. Elle est super éclairée comme ça. Ouais, c'est rare ça. On voit les boges et tout. La grotte de Bruniquel est unique dans les gorges de l'Aveyron. C'est une vaste galerie, rectiligne, assaillie par les concrétions qui jaillissent du sol au plafond, agrémentée de petits lacs. Ah, c'est le fameux lac Zen. Le lac Zen, très reposant. On va s'arrêter un peu. Il est toujours plein d'eau, Michel. Ah oui. Ce qui est quand même splendide dans cette grotte, c'est le nombre de couleurs. Hein. Les jaunes, ocre, rouge, c'est splendide. Quand même très beau comme goût aussi. Hein, c'est très beau ça. Ouais. Les couleurs sont... C'est fabuleux. Un véritable paysage des profondeurs. Saisissant. Ouais, c'est très joli. Regarde là. Un hippocampe peut-être. On arrive où là, Michel? On va attaquer presque la dernière longueur D'accord. avant la salle des structures. Là, celle-là. Ah oui, c'est impressionnant. Typique. Allez. Et voilà, nous arrivons. Nous rentrons dans la salle de la structure. Bon, toujours aussi impressionnant. Elle est grande cette salle. Hein. Ouais. Ça fait 35 mètres de long et 25 mètres de large.
Ici, c'est une salle plus facile à vivre, un petit peu. Tu t'y sens bien. Ils l'ont aménagé, c'est pour ça. Alors, le gros avantage, la structure étant recouverte de calcite, on peut se déplacer assez facilement à l'intérieur. Sans l'abîmer. Sans l'abîmer, ça c'est... Mais par contre, ça bloque les études puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. J'ai conscience d'être dans un site unique, enfin, c'est évident, c'est un privilège. Beaucoup de préhistoriens seraient contents d'avoir ce genre d'héritage. Et on est les premiers à essayer d'avancer sur des problématiques qui n'ont jamais été abordées. Depuis sa découverte par les spéléologues, le site reste sans équivalent. La plus grande structure est en forme d'anneau. Elle couvre environ 30 mètres carrés et se compose de centaines d'éléments, des fragments de stalagmites arrachés du sol. Dans ce vaste ensemble, certaines zones se distinguent. La petite structure annulaire qui est accolée. Et puis, au centre, les deux accumulations. Plus les structures de combustion avec ces zones très noires. Ici, les hommes ont fait du feu. Et c'est dans ce foyer que nous avons prélevé en 1993 un morceau d'os d'ours brûlé. Cet os brûlé, découvert dans le foyer, est la seule piste à l'époque pour obtenir une datation grâce au carbone 14. Par déduction, on aura l'âge du feu. 47 600 ans, au moins. Date limite de datation au carbone 14. Ça pouvait être plus vieux, mais en tout état de cause, c'était pas plus jeune. Mais nous n'avions qu'une seule date sur un seul morceau d'os d'ours. Plus de 47 600 ans. Qui a pu pénétrer 350 mètres dans les ténèbres de la grotte de Bruniquel? Est-ce l'homme de Néandertal? La datation imprécise de 1995 ne permet pas de l'affirmer. Sophie et Dominique ont pour mission d'obtenir une nouvelle datation grâce à une autre technique que le carbone 14. C'est le point de départ de cette enquête. Si on a une stalagmite, hein, donc voilà, à l'extérieur, voilà ce qu'on voit dans la grotte. Hein. Donc on la coupe en deux, hop, et on a toute la structure interne, la structure sédimentologique, hein, de dépôt des différentes couches clairement visibles. La goutte d'eau tombe régulièrement et dépose à chaque fois une toute petite couche. Donc forcément, la stalagmite commence là, grandit, 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 grandit par couches successives. L'eau vient déposer de la calcite qui se cristallise. C'est le composant principal des stalagmites. On peut dater très précisément ces couches avec la méthode uranium-thorium, une technique qui semble faite pour Bruniquel. Sophie espère ainsi découvrir quand les stalagmites de la structure ont été manipulés. L'idée, c'est de dater le sommet des concrétions utilisées dans la structure, puisque les hommes ont dû prélever la stalagmite pour faire la structure. Donc elle s'est arrêtée au moment où ils l'ont prélevée. Prenons cette stalagmite. Quand elle a été arrachée par l'homme, elle a cessé de grandir, puisqu'elle n'était plus alimentée par son goutte à goutte. Si on date son sommet, on devrait obtenir l'âge de cette manipulation. Et puis après, une fois qu'ils sont partis, visiblement, il y a des stalagmites qui ont poussé sur la structure. Les repousses. Il y en a un peu partout sur la structure. C'est le deuxième volet de l'analyse qui consiste à obtenir l'âge du début des repousses. Et donc la structure devra être construite entre les deux âges, quoi. Il n'y a plus qu'à espérer que l'écart entre les deux âges ne soit pas trop grand. Sinon, à nouveau, on ne pourra rien conclure de précis. On va utiliser la méthode de l'uranium-thorium. Cette méthode-là, elle peut aller jusqu'à 500 000, 550 000. Il y a de la marge. Là, il y a de la marge, ouais. C'est notre seul espoir de dater cette structure. On est dans un contexte archéologique extrêmement particulier. C'est une archéologie de l'extrême où il n'y a pas de vestiges. Donc sans ces datations, on ne pourra pas aller plus loin. Donc tout repose là-dessus.
Après une préparation minutieuse, le grand jour est arrivé. Aujourd'hui, l'équipe va prélever les échantillons de stalagmites. C'est la mission d'Édouard. Dans les sacs, une foreuse, des mèches, une pompe à eau et des poches à échantillons. Pour préserver l'intégrité du site, on ne prélève que le strict minimum, une carotte de 2 cm de diamètre. D'abord, recouper en biais la base des repousses. Ah bien là. Puis, attaquer le sommet des stalagmites agencés par l'homme. 2 jours d'efforts et de concentration. Les scientifiques obtiennent 10 petites carottes de calcite d'une quinzaine de centimètres. Trois mois plus tard, nous retrouvons la paléoclimatologue dans son laboratoire à Bruxelles. Après les questions sur le terrain, les réponses en laboratoire. Sophie prépare les échantillons pour la datation. Regarde, voilà. Vraiment bien laminée, très régulière. C'est le moment le plus délicat. Avec sa fraiseuse, Sophie prélève la calcite en suivant la couche dont elle veut connaître l'âge. C'est cette précieuse poudre qui lui permettra de remonter dans l'histoire de la stalagmite. Chaque échantillon se retrouve dans un petit flacon et c'est ça que je vais envoyer au laboratoire de datation en Chine. On espère que ce soit plus ancien que 50 000. Secrètement, j'espère pouvoir arriver jusqu'à 120 000. Ce serait bien, à 120 000. En plus, il n'y a rien d'autre d'aussi ancien, donc c'est peu probable. C'est peu probable, mais bon, on peut toujours espérer. On peut rêver. Numéro de photo 8080. 8080. Alors je passe à une plus générale. C'est bon? Ça roule, c'est dans la boîte. Ok. En attendant les datations, l'équipe dresse une fiche de chaque élément de ce Mikado géant. Les enquêteurs suivent toutes les pistes. Rupture perpendiculaire. Cassure perpendiculaire, ok. Et Michel, tu voulais dire quelque chose? Longueur Oui. 33. 33. Ah, c'est quand même des chiffres qui reviennent souvent, hein. 30, 32, 34, 38, 31. 30, 33 et tout, c'est le coude, hein. C'est la brique. Bah ouais, la brique de Bruniquel. Le coude. Ah, j'avais pas pensé à ça, oui. Un coude. L'indice est important. Les hommes auraient débité ces éléments en suivant un gabarit. Le 70. Dressés contre la structure, 5 stalagmites dépassent la longueur standard. Leur position intrigue. Diamètre 6,5. Donc finalement, Michel, tu appelles ça comment là? Parce que ça, on n'est pas dans l'assise, on n'est pas... Ou alors elle servait à tenir la structure, pour stabiliser la structure. Ça, hein. Contrefort en fait. Les contreforts. Gabarit, contrefort, la réflexion progresse. Donc là, on arrive à ce petit truc-là. Alors ça, c'est curieux parce que... Ah, mais il est vertical celui-là? Celui-là est vertical, il est anormal dans la série, là. Hein. Ah ouais, ça, il est tout petit, hein. Tout ça fait pas 30 cm. Hein. C'est une stalagmite aussi, il n'y a que des stalagmites dans cette structure. Ça fait un peu pierre de calage. Ça, c'est super important. Hein. Il y en a régulièrement des petites comme ça pour soutenir les plus grandes. Ouais. Mais ça veut dire qu'il y a une certaine technicité dans la structure. Là, c'est hein. super net, quoi. Enfin, il y a évident, une technique de construction. Ouais. Ça, c'est génial, hein, parce que là, les ours, pour faire des pierres de calage, c'est plus compliqué quand même. Hein. Ça commence à bien s'étayer, là. Donc, c'est construit. C'est en partie démantelé, c'est pas facile, c'est sous la calcite. Il y a de l'argile, il y a les repousses plus récentes, mais tout ça est bien construit. Il n'y a aucun souci avec ça. Les pièces du puzzle s'assemblent. De petits détails restés invisibles jusque-là ont surgi des ténèbres, prouvant non seulement l'action des hommes, mais surtout une action réfléchie, répondant à une technique. Mais de quels hommes s'agit-il? Et de quelle époque? 14 août 2014. Un jour qui restera gravé dans la mémoire de Sophie. Ah. Les résultats sont arrivés de Chine, grâce à Hai Cheng de l'université de Xi'an, l'un des meilleurs spécialistes mondiaux des datations de stalagmites. Donc, on va tous les positionner, comme ça on est sûr.
Sophie reporte les âges obtenus sur chaque échantillon pour pouvoir les comparer. 8, 0.4. Un peu comme c'est ancien. Voilà, la structure, c'est aux environs de 176 000 ans, quoi. C'est entre 175 000 et 177 000. C'est même pas dans nos rêves les plus fous. Jacques? Oui, c'est Sophie. Ça va? Je te dérange pas? Ouais, salut Sophie. C'est assis? Attends, une seconde, hein, Parce que je pense... C'est vraiment très vieux. Et je m'assois. C'est vraiment très très ancien. On devrait être à 176 500 ans avec une erreur d'environ 2000 ans. 177 000. C'est sidérant, quoi. Je reste muet pendant quelques secondes. Et je dis, c'est pas possible, c'est pas imaginable une seconde, dans la mesure où on attendait... moi, j'attendais 20 000, 25 000. Tu es vraiment sûr du résultat? Si je suis sûre. Bah, écoute, j'ai tout replacé, j'ai revérifié. Si vraiment c'était néandertalien, ça pouvait être 45 50 000, donc à la fin de la période néandertale. Et donc là, on est à 175 000, donc c'est pas du tout ce qu'on attendait, quoi. C'est tellement fou que c'est pas que tu fais « Yeah, génial !» parce que tu te rends pas compte, en fait, de ce que ça implique. Tu te dis « mais du coup, quoi On est conscient que ce genre de choses arrive une fois ou deux dans une carrière, tellement le résultat est complètement stupéfiant, quoi. Est-ce qu'on va oser dire ça, tu vois, au monde extérieur? Ou est-ce qu'on va oser... Leur découverte est une vraie révolution anthropologique. Bruniquel devient la plus ancienne construction humaine digne de ce nom et la plus ancienne trace de fréquentation des grottes par l'homme jamais découverte. Quand même, hein. On ne s'attendait pas à voir des âges aussi anciens. Hein. Honnêtement, là, non, 180 000, 175 000, c'est un délire total. 6 mois pour digérer l'importance de leur découverte et proposer un article au top mondial des revues scientifiques, Nature. Un défi. Mais dans ce type de revue, il faut étayer les résultats avec des calculs, avec des mesures physico-chimiques. Un an encore pour préparer la publication dans le secret le plus total. Il faut faire et refaire des analyses, laisser les experts mis dans la confidence décortiquer leur travail, passer la datation au crible. Aucun droit à l'erreur. Il n'y en a pas beaucoup par contre. Les datations sont confirmées par le prélèvement de nouveaux échantillons. Et toujours les mêmes résultats. Tous les feux sont au vert. En publiant dans Nature, les scientifiques savent que la découverte fera le tour du monde. « 25 mai 2016, l'équipe rend public ses travaux. » En fait, l'originalité de ces structures, c'est qu'elles sont constituées de ce qu'on appelle des spéléothèmes. Le jour de la publication, une conférence de presse est organisée. Comme prévu, le retentissement est mondial. La grotte de Bruniquel s'est fait un nom. L'homme de Néandertal était beaucoup moins primitif et sauvage qu'on ne l'imagine. Une équipe de chercheurs franco-belges vient de faire dans la grotte de Bruniquel une découverte qui chamboule notre vision. C'est l'appropriation du monde souterrain par l'homme de Néandertal. Elle pourrait révolutionner nos connaissances sur l'homme de Néandertal. Tout ça prouve que ça ne peut être fait que par l'homme. Pour les archéologues aussi, la découverte est exceptionnelle. Surtout pour une construction, je dirais, humaine et une construction au fond d'une grotte. Sino que cambia por completo la imagen del hombre de Neandertal. Il y a 180 000 ans, seul l'homme de Néandertal évolue en Europe. Il nomadise en petites bandes, éparpillées sur un territoire gigantesque qui va de la péninsule ibérique jusqu'à la Sibérie. À Bruniquel, imaginons ce clan, installé dans le porche d'entrée alors grand ouvert qui domine la vallée de l'Aveyron. Pourquoi serait-il allé s'enfoncer à 350 mètres de profondeur, dans une grotte où hibernaient des ours, pour y construire des structures en stalagmites? Le mystère est total. La principale question qui demeure pour Bruniquel, c'est la fonction de ces structures, leur rôle. Pourquoi ont-ils fabriqué, aménagé ces structures si loin de l'entrée? Septembre 2016. Après la folie médiatique, l'équipe retrouve la sérénité de la grotte. Il faut reprendre l'enquête pour
poursuivre les investigations. On ne sait pas ce qu'on peut faire sur un site comme ça. Une fois qu'on a les datations, bon ok, ça a 180 000 ans, 175 000 ans, mais maintenant qu'est-ce qu'on en fait? On va essayer de préciser encore des éléments de cette construction, mais on ne va pas la démonter. Quelqu'un va pouvoir prendre le sac? Catherine Ferrier est géologue, spécialisée en archéologie. Alors? Ça pourrait être plus là. L'équipe l'a appelée en renfort pour étudier les traces de feu. Catherine a l'art de faire parler les vestiges calcinés. Elle travaille déjà sur ceux découverts dans la grotte Chauvet en Ardèche, une grotte fréquentée par Homo sapiens il y a 36 000 ans. Mais Bruniquel, c'est 140 000 ans avant Chauvet. On a très peu de données sur les feux des Néandertaliens de cette époque. Comment ont-ils éclairé leur progression sous terre? Comment ont-ils éclairé la grande salle? Comprendre les feux, c'est peut-être comprendre la fonction de la structure. Qu'est-ce que c'est joli ici. Magnifique cette grotte. Ah ouais. Le temps qu'on a investi à inventorier tous ces éléments un par un, bon, évidemment, ça nous a permis de connaître à fond la structure et de découvrir des points de chauffe au fur et à mesure qu'on n'avait pas vus. L'année dernière, en faisant le tour avec Jacques, on en a repéré une quinzaine là, plus 3 là, on fait 18 au total. L'inventaire totalise 18 points de chauffe. La mission de Catherine, apporter son expertise sur ces foyers supposés. Et l'os était logé ici. L'os d'ours a été bloqué là. Magnifique. Je pensais pas avoir des couleurs aussi évidentes. Hein. Photo, tu vois, c'est oui. Pas une partie. C'est rouge, violet, noir. Oui, tout à fait. Ici, une stalagmite a viré au rouge. Là, elle est noire de suie. Ici encore, une fissure. C'est magnifique. C'est super. C'est génial. Non, là, il y a plein de choses à observer, à enregistrer. Catherine et son assistante consacrent 3 jours à inventorier les 18 points de chauffe. Un travail de bénédictin. Ouais. Oui, c'est le petit bout là-bas. C'est en dessous. Ah ouais. Tu vois? Je vois ce que tu veux dire. Ah, il y a un petit point sur celle-là. Déjà, les premières constatations tombent. Le feu, bien évidemment, ça sert à s'éclairer, à se chauffer, à cuire. Et là, on voit très très bien que c'est pas des foyers domestiques. Bon, ça paraît pas des très gros foyers pour produire de la chaleur, donc on produit de la lumière. Et pourquoi est-ce qu'on produit de la lumière? Parce que il faut de l'éclairage quand même pour faire une structure comme ça, c'est du temps. Là, tu vois, mais on ne sait pas. Ouais. Donc on va faire des expériences de feu avec des calcites pour voir quelles sont les températures qu'il est nécessaire d'atteindre pour obtenir les colorations que l'on voit là, les éclatements. Là. Alors ça, c'est du coup la 30. Non, attends. L'étude des feux implique un matériel spécifique. Je fais une petite saignée pour aussi passer le tube qui fait 1,75 m de long. Attention. Encore faut-il que le volume du matériel reste raisonnable. C'est tout bon. François Lévesque est géologue, un de plus. Mais lui, sa spécialité, c'est l'étude du géomagnétisme. Du plomb. À partir d'un capteur ultrasensible, conçu pour l'armée américaine, il a développé un système qui va cartographier les variations du champ magnétique causées par des feux. C'est clair, on va démontrer la présence de foyers, mais l'intérêt c'est qu'on peut aussi aller les voir sous la calcite. Il est là, le bord de la structure, il est là. Là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Tac, on chope celui qui crache là. La première expérience livre une image inédite des points de chauffe, confirmant que traces visibles et impact magnétique coïncident. Ça montre quand même que la méthode marche bien, quoi. C'est voilà, ça. Ouais. Ce qui est quand même génial, c'est que ça coïncide vraiment avec... Cela prouve que les feux n'ont pas été déplacés depuis 175 000 ans. Vertigineux. Dès lors, l'équipe peut proposer une reconstitution visuelle des feux dans la salle. Afin d'étudier la structure en laboratoire et de la démonter virtuellement, une équipe de l'université de Saragosse investit la cavité pour en réaliser un scan au laser et avec une précision inférieure au millimètre.
Mai 2017. Catherine et Jacques ont rendez-vous avec la structure, mais pas au fond de la grotte. Désormais numérisée, son étude peut se poursuivre dans un laboratoire dédié à l'archéologie numérique, Archéotransfert. Donc voilà, je vais te montrer un petit peu ce à quoi on est arrivé. Les chercheurs se concentrent sur un des foyers au centre de la structure. En disposant pas à pas chaque fragment numérisé, Pascal en reconstitue l'agencement. Catherine et Jacques peuvent donc imaginer son fonctionnement. Ce qui sera intéressant pour nous, c'est de l'expérimenter, ce foyer. Voilà. De voir si ça vient. Ouais, et même je pense, maintenant que tu as le schéma d'origine, de peut-être revenir sur le terrain et de voir s'il n'y a pas des traces qu'on n'a pas vues parce qu'elles sont dessous, tu vois, qu'on est... Il y a des choses peut-être qu'on ne voit pas. Cachées par la voie de et qui nous manquent donc pour interpréter complètement la structure. L'avantage de la 3D, c'est que le voir visuellement et aller ensuite sur le terrain avec ça va, je pense, nous faire encore progresser sur la compréhension. Catherine découvre ainsi que rien dans ce foyer n'est dû au hasard. Néandertal maîtrise à merveille le feu. On voit qu'il est très très bien construit, qu'il est tout à fait pensé et bien maîtrisé dans sa construction. Le virtuel a ses limites. L'archéologie expérimentale prend la relève. Jean-Claude Leblanc mène l'expérience. Donc là, on va reconstituer la structure, l'aspect morphologique de la structure de Bruniquel. 118, et puis tu m'as dit 105 et la 123. On va remettre des stalagmites qui sont en calcaire dans la même position. Et celle-là, tu la mets. Celle-là, il faut la descendre, hein, parce que c'est la 118, oui. Ça. Et la 100, il y en a une là. Voilà, très bien. Ah, super. Non, ça me plaît, ça. L'expérience va comparer deux combustibles. D'un côté, le pin sylvestre, le seul arbre dans la région il y a 180 000 ans. Et de l'autre, un matériau qui peut nous sembler inattendu, mais qui était fréquent durant les périodes glaciaires où les arbres étaient plus rares. De l'os de grands mammifères. Ah, ça me plaît votre truc. Rien ne se perdait chez Néandertal. Il consommait la moelle et la tête des os, riche en graisse, servait au feu. Le feu est lancé au chalumeau. Top chrono. Les températures sont mesurées par des sondes. On attend qu'il se consume et on observe. Moi, je n'y croyais pas, en fait. Je pensais que l'os allait carboniser, comme ça, se calciner, mais sans donner cette flamme-là. Il y a une première combustion qui est très timide, très riche en eau. Et là, maintenant, on a, comme la lampe à huile, hein, on n'a plus qu'une combustion de graisse. Il n'y a pratiquement plus de fumée. La même quantité de pin sylvestre a brûlé en 1 heure, laissant un tas de cendres. Ici, au contraire, l'os brûle beaucoup plus longtemps, sans perdre de son volume. Bon, concluant. Le foyer, il a duré combien là cette fois-ci? 2 heures. 2 heures. Hein. La question qu'on se posait, est-ce qu'avec de l'os comme combustible, on arrive à monter en température suffisamment pour fabriquer les thermoaltérations? Il y a un autre fait marquant, ce que nous avons constaté à Bruniquel, c'est d'ailleurs un éclatement. Mais ça veut dire qu'on a fissuré la même, c'est la 106. Ouais. Yes. Et en plus tout le long là. Parfait. Les expériences se répètent et à chaque fois, les traces du feu et les fissures sont identiques à celles que l'on observe à Bruniquel. Les Néandertaliens venus investir cette grotte se seraient-ils éclairés avec un combustible d'os, tandis qu'ils édifiaient leur curieux assemblage? On progresse. Il reste à tester ce combustible dans un milieu souterrain confiné. La carrière est préparée. Cette fois-ci, on ne rigole plus. Les pompiers de Gironde sont là pour sécuriser les lieux et seconder les archéologues. Eux seuls sont habilités à entrer dans la carrière pendant l'expérience. C'est pas très vaillant là quand même, hein? Il y a toujours un pied dans ces petits-là. Regarde, tu les vois? Regardez-les démarrer. Voilà. Voilà. Et moi je vous le donne, vous faites un plan un peu large. Les pompiers s'approchent du foyer pour permettre aux chercheurs d'obtenir des images au plus près des flammes.
Les expériences dans la carrière apportent de nouveaux éléments. L'os brûle en dégageant moins de fumée et de gaz toxiques que le bois. Son éclairage est plus homogène. Des qualités précieuses en milieu souterrain. Les hommes de Bruniquel savaient précisément ce qu'ils faisaient. T'as vu le cratère là? C'est génial, hein? Et celui-là, t'as vu de nouveau? Pas trop chaud? Non? Non, tu mets ton doigt dessus. C'est vrai. Ouais, vous pouvez y aller. C'est intéressant parce que c'est pas une expérience très commune. C'est le moins qu'on puisse dire. Oh, celui-là, il est bien lourd encore. Je peux te dire qu'il y en a de la graisse, hein. Je le sens au poids. Ah ouais. C'est celle-ci là. Elle est fissurée sur le terrain et à chaque fois on la fissure. Hein. Ils font du feu tous les jours, hein, ces gens-là. Hein. Et quand ils vont dans la grotte, ils savent parfaitement maîtriser l'éclairage, l'alimentation en feu. S'ils vont à 300 mètres de l'entrée, c'est que ça pose aucun problème pour eux. Un peu de moelle, de la mousse séchée, et voilà une lampe à huile. Et si ce type de procédé avait été utilisé par les Néandertaliens pour traverser le noir d'encre de leur souterrain? Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont dû transporter leur éclairage. Et donc avec Bruniquel, là, on a circulation des hommes avec des torches. Ils vont dans le milieu souterrain avec la capacité de s'éclairer et de maintenir un éclairage pour fabriquer et construire ces aménagements. Tout ça, c'est complètement nouveau. Au terme de cette première étude, voici comment les chercheurs peuvent reconstituer les structures et leur feu. Peut-être ne brûlaient-ils pas tous en même temps, mais tous étaient des feux destinés à l'éclairage, pas des foyers domestiques. Ce que Bruniquel nous enseigne sur les capacités des Néandertaliens, premiers spéléologues de l'humanité, est exceptionnel. On est loin de l'image qui a si longtemps collé à la peau de notre lointain cousin. Quand en 1908, on exhume un squelette de la grotte de la Chapelle-aux-Saints, la reconstitution qu'en donne la revue L'Illustration témoigne de la réputation qui suivra Néandertal pendant des décennies. Une espèce de singe, velu, tout juste bon à utiliser un gourdin et incapable de se tenir droit. Voici comment le musée de la Chapelle-aux-Saints le représente aujourd'hui, enterré avec tendresse par les membres de son clan. On mesure le chemin parcouru. Les découvertes archéologiques ininterrompues ont réhabilité l'homme de Néandertal dit classique, situé entre -60 et -40 000 ans. On sait désormais qu'il maîtrisait le langage, produisait des outils en pierre élaborés, qu'il enterrait parfois ses morts et utilisait de l'ocre. Mais des pré-néandertaliens, il y a 180 000 ans, on ne connaissait presque rien. C'est assez excitant parce que ce sont des périodes qui sont très peu documentées. Il y a très peu de sites. Si on prend une carte de l'Europe à 180 000, on va avoir du mal à trouver beaucoup de sites. Par chance, à peu de distance de Bruniquel, deux autres sites de la même époque ont livré des informations qui contribuent à donner des Néandertaliens anciens une vision surprenante. Nous sommes à Koudoulous, au bord du Lot. Flashback de 180 000 ans. C'est l'automne, saison de migration des bisons. Un paysage de steppe, pauvre en arbres. Sur le plateau, un large gouffre est ouvert. Néandertal y a tendu son piège. Jacques emmène Sophie visiter ce site dont il a co-dirigé les fouilles durant une dizaine d'années. Bon. Ah ouais. Il y a un bandeau de à peu près 40 cm en moyenne qui est extrêmement riche en vestiges de bisons. Les pinceaux et les scalpels des archéologues ont mis au jour plus d'une centaine de carcasses de bisons piégés, exploités et consommés. Ça dit quelque chose de la manière dont vivaient ces gens. Ah oui, ils connaissent très bien le milieu animal. Pour chasser ce type de proie, à partir du moment où on n'a ni fusil, ni pointe de flèche, c'est une contribution qui est organisée, qui est collective. Et si elle est collective, il y a quelqu'un qui pense. Ce gouffre nous révèle une méthode. On imagine les guetteurs qui attendent le passage du gibier, puis les rabatteurs qui effraient leur proie, et les dirigent vers cette dépression naturelle profonde de 5 à 6 mètres. La technique est imparable. Puis après, des gens qui tuent et qui dépaissent des bouchers. Le Néandertal, il a cette capacité à organiser son acquisition, son marché à la viande.
Rien n'est opportuniste. Ici, par exemple, ils chassent pas n'importe quels animaux dans le troupeau. Ils isolent les plus faciles à chasser, c'est-à-dire des jeunes adultes et quelques femelles. Vous récoltez des informations sur le même homme qui est passé par Bruniquel. L'homme de Bruniquel, ce néandertalien ancien de 180 000 ans, a pu aussi passer par les gorges de l'Alzou, à quelques jours de marche de Bruniquel. A-t-il fait étape dans la petite grotte Cirogne, cette halte de chasse temporaire occupée en alternance avec l'ours? Elle est fouillée depuis 2013 par l'anthropologue Priscilla Bale, qui vient de dater son occupation de la même époque que Bruniquel. Les vestiges exhumés par les scientifiques interrogent quant au comportement de l'homme de Bruniquel face à la mort. Il est tout à fait possible que ici soit un site où l'homme de Bruniquel ait fait diverses activités de boucherie, de taille. Ces petits outils de silex, destinés à dépecer les proies abattues, semblent bien dérisoires face aux canines des ours des cavernes qui hibernaient dans la grotte. On a les restes d'au moins 9 individus différents, avec des dents qui ont appartenu à des enfants, un morceau de bras, un morceau de pied, et sur pratiquement tous ces restes, on a des traces de découpe très claires sur les ossements après la mort des individus, signant une activité de cannibalisme pour différentes raisons, des raisons rituelles, des raisons alimentaires, c'est difficile à dire pour le moment. Ces gestes funéraires sont-ils la preuve d'une spiritualité liée aux morts à l'époque de Bruniquel? Rien jusqu'à présent n'a permis de prouver une telle hypothèse. Une découverte récente, à 1000 km de là, vient d'apporter la preuve qu'il y a 115 000 ans au moins, Néandertal avait un comportement symbolique indiscutable. Tout a commencé à Carthagène, dans le sud de l'Espagne, en 1985. Les vagues avaient fait apparaître des vestiges archéologiques à l'entrée de la Cueva de los Aviones. Quelques coquillages coincés entre deux couches de calcite. Ce trésor inestimable est conservé dans une simple boîte en plastique, au milieu de milliers d'amphores romaines du musée archéologique local. Oui, c'est bel et bien un trésor. Car en 2017, un archéologue portugais, João Zilao, est parvenu à dater ces coquillages. Ils ont entre 140 et 115 000 ans. Les coquillages perforés et ocrés sont interprétés toujours dans n'importe quel contexte archéologique comme des objets de parure. La parure est une expression d'identité individuelle ou sociale, donc elle transmet de l'information qui n'a de sens que pour les gens qui comprennent le code qui est derrière l'objet. Donc c'est un symbole par définition. Donc on démontre par le biais de cette culture matérielle, de ces produits de l'artisanat néandertalien, qu'ils avaient des capacités de communication symboliques qui ne se différencient pas dans l'essentiel de l'humanité actuelle. Et elles datent d'au moins 20 à 30 000 ans avant que des vestiges semblables soient rencontrés ou trouvés dans n'importe quelle autre partie du monde. Ainsi, la fracture longtemps établie entre Néandertal et Sapiens, dit l'homme moderne, supposé être le seul doté de capacités symboliques, tend peu à peu à se résorber. Nous sommes en septembre 2017. Du côté de Bruniquel, le travail reprend. Contre-coup de l'officialisation de la découverte, la grotte va être classée monument historique et le moindre prélèvement est encore plus réglementé. Les chercheurs poursuivent leur enquête selon des méthodes non invasives. L'heure est venue de faire appel à de nouveaux spécialistes. Hubert Camus est géologue, expert du milieu souterrain. Il est chargé de cartographier en détail les sols de la grotte. Alors, un peu étroit. Fred Maxud est un grand spécialiste du milieu souterrain. Surnommé le tracker, il suit à la trace les animaux du passé. Car une question cruciale demeure. Existe-t-il dans la grotte d'autres traces humaines en dehors de la structure et de ses feux? Le seul passage où on est obligé de se baisser.
Nous y voilà. Les chercheurs vont étendre leurs investigations à toute la salle avec des méthodes dignes de la police scientifique. La salle de la structure devient la scène du crime. Ils nous appellent ici les trackers. C'est un travail de recherche d'empreintes systématique, d'interprétation. 0,5 794, environ 25 de long, 12,5 de large, zone nord, fond de zone. C'est un travail qui a pu être réalisé forcément par une équipe assez nombreuse, qui en plus a amené du combustible dans la grotte, il a fallu faire ses feux, etc. Donc on peut supposer que la présence humaine est assez massive. Il y a fort à parier qu'en fait les ours ont dû piétiner les empreintes humaines. Le duo balaye le sol centimètre par centimètre. Alors qu'il n'y croyait plus, c'est vraiment troublant, hein, l'allure. 17 de large, c'est la taille de mon petit doigt, précisément. En longueur, c'est 38. Deux phalanges, à peu près. Cette dépression ici, qui est bordée d'un bourrelet d'argile qui a été repoussé, et c'est une empreinte donc avec une extrémité parfaitement cylindrique, hein, comme le bout d'un doigt. On a quelque chose qui, par les dimensions, par la forme et par la position, fait penser à une empreinte de doigt humain. Si elle a 176 000 ans, c'est une des plus anciennes du monde. Émouvant. Saurons-nous seulement un jour s'il s'agit du doigt de Néandertal? De son côté, Hubert cartographie le moindre détail. Avec Michel et Jacques, ils cherchent d'où viennent les concrétions utilisées. En gros, ils ont quand même déplacé 112 mètres linéaires de spéléothèmes pour fabriquer ces différents aménagements, ce qui représente plus de 2 tonnes, enfin il y a 2300 kilos, je crois, de spéléothèmes qui ont été bougés quand même. C'est pas un c'est pas rien. 2 tonnes 3. L'ouvrage n'est pas un jeu d'enfant. D'où pouvaient venir ces centaines de briques de construction? Là, on est dans une zone qui est proche des structures aménagées. Et c'est une zone où ils ont probablement emprunté les éléments pour la construction. Donc on essaie d'identifier des zones d'arrachement. On voit déjà une casse ici, et une casse là. Les briques venaient se servir, alors ils faisaient leur choix sûrement pour construire les structures. Là, un petit élément ici, un élément de calage. Ça se voit d'ailleurs, on a l'impression d'être au milieu d'un magasin de stalagmites où ils sont venus se servir et il reste dans les rayonnages quelques stalagmites qui ne les ont pas intéressés. On a commencé à cartographier l'ensemble des éléments en dehors de la structure. Non, c'est trop petit, ça correspond. On a trouvé pratiquement autant d'éléments en dehors de la structure qu'il y en a dans la structure, à savoir 400 à peu près. Ce qui frappe les chercheurs depuis le début, ce sont les cassures très nettes des tronçons de stalagmites. Hubert Camus, notre géologue, a sa petite idée. Si on tape dans la concrétion de façon perpendiculaire, on explose un petit peu une partie de la paroi. Alors que si on tape verticalement à la base de la concrétion, l'onde de choc vient cliver la stalagmite à l'horizontale. L'étude du site a permis d'avancer sur la zone et la méthode d'extraction des stalagmites. Les chercheurs peuvent mieux cerner l'homme de Bruniquel dans la grotte. Certainement, ils avaient un plan, donc ils l'ont conçu, ils l'ont mis en place, certainement avec un groupe, un collectif, peut-être un donneur d'ordre et puis des exécutants, on peut imaginer ça. Je ne vois pas de traces d'habitat dans ces aménagements-là. Et en plus, je ne comprends pas pourquoi un habitat serait aussi loin d'une entrée. La seule chose qu'on peut dire là-dessus, c'est qu'on ne va pas 300 mètres à l'intérieur d'une grotte pour rien. On y va pour quelque chose de nature symbolique et rituelle. Donc ça nous renseigne sur la pensée, sur l'organisation sociale des gens de cette époque-là. En quoi exactement consistait l'activité qui a eu lieu à Bruniquel? Je pense qu'on ne le saura jamais. La raison exacte. Et les sites qui sont liés à ces sanctuaires, ces cultes, les manifestations symboliques, quelles qu'elles soient, une scène d'initiation, peu importe, enfin, elles ne génèrent pas de vestiges et Bruniquel ressemble à ça. Donc c'est vrai que c'est assez tentant d'aller aussi dans cette direction-là pour cette raison.
Brian Hayden est un archéologue canadien. Il est déjà venu à Bruniquel en 1996. Adepte de l'ethno-archéologie, il a recours aux symboliques universelles de l'humanité pour pallier ce que les sites archéologiques ne peuvent raconter. Les données ethnographiques de base, très générales, peuvent donner des idées pour interpréter les structures comme ça. La première fois que tu as visité le site, tu as d'entrée exclu tout ce qui était habitat. C'est impensable. Pour toi, c'est inimaginable. C'est même pas une hypothèse qu'on peut... Non, d'accord. On se demande pourquoi ils sont venus ici. C'est un monde imaginaire, un monde au-delà. Ça relie les trois mondes au-delà, le monde actuel et puis le monde en dessous. On a un feu, ça fait un cercle. Chez les chasseurs-cueilleurs, c'est la forme naturelle du monde, quoi. Enfin, les magiciens, les sorciers, ils faisaient des cercles pour faire des rites. Alors c'est un symbole quasi universel. Et si c'est universel maintenant, il y a des bonnes chances qu'il y a eu des traditions qui étaient beaucoup plus anciennes. Après 4 ans d'une enquête passionnée, nos explorateurs de l'extrême ont encore beaucoup de chemin à parcourir pour tenter de percer les secrets de Bruniquel. Étudier une période qui remonte à 180 000 ans est un défi hors norme, mais toujours palpitant. C'est le départ d'une étude. Hein. On a posé le cadre, et puis maintenant tout reste à faire. On est parti pour des années, évidemment. Notre rôle en tant que scientifique, c'est d'avancer. Sur la ligne droite qui nous conduit à l'interprétation, il faut faire des pas en avant. C'est inouï. C'est une des grandes découvertes de la préhistoire, je crois, de nos années. Des deux côtés de la Méditerranée, il y a deux humanités qui se font face, deux espèces, l'homme anatomiquement moderne en Afrique, et en face, il y a Néandertal en Europe. Et ces deux humanités, elles se font face, mais elles progressent de manière parallèle en même temps, d'un point de vue technique, technologique, économique, c'est-à-dire alimentation, subsistance, habitat, avec d'infimes décalages. Et ces infimes décalages ne permettent pas de dire que l'homme moderne serait supérieur à Néandertal. Non, ce sont deux humanités qui sont parallèles et disjointes. Une chose semble certaine désormais, la grotte de Bruniquel n'a pas fini de nous surprendre.